Bonjour, c'est Alexandre Johan. Je suis heureux de vous retrouver pour discuter ensemble des informations astrologiques de cette fin de week-end et de ce début de semaine. Donc, si vous m'écoutez ce dimanche soir, sachez que la Lune se trouve toujours dans le signe de la Vierge. Donc, on en avait parlé dans le podcast astrologique de vendredi. Rapidement, pour synthétiser, la Vierge est gouvernée par Mercure. C'est un signe de terre, donc de façon pratique, lorsque la Lune transite la Vierge, vous le savez certainement, ce sont toutes les activités plutôt d'ordre terre à terre, quotidienne, tout ce qui nécessite également des capacités d'analyse, des capacités de réflexion. Et ça va favoriser également les tâches dites ingrates, dans la mesure où Vénus est en chute dans ce signe. Donc pour tout ce qui est les tâches ordinaires de rangement, de tri, de classement, de nettoyage, toutes ces choses-là, le transit de la Lune en Vierge sera favorable pour cela. Je ne vais pas détailler plus puisqu'on en a déjà parlé dans le précédent podcast astrologique, et en plus de ça, ce transit prendra fin cette nuit, puisque la Lune entrera dans le signe suivant, dans le signe de la Balance. Donc simplement, aujourd'hui dimanche, à partir de 17h29, la Lune a commencé à appliquer un sextile à Mars. Donc c'est un aspect extrêmement intéressant, dans la mesure où, de toute manière, depuis ce matin 9h, le dernier aspect dissonant, qui a un petit peu gâché la première partie du week-end, à savoir le carré avec Saturne, a pris fin. Donc ce sextile avec Mars est intéressant dans la mesure où vos actions et vos prises de décision seront soutenues à la fois par votre côté, vos émotions, votre côté émotionnel, on va dire, ainsi que votre imagination, et cela va soutenir votre passage à l'action et tout ce que vous pourrez entreprendre derrière. Donc vous pourrez quelque part vous aider à la fois de votre imagination et de vos ressentis, bien pour agir. Donc cet aspect harmonique, ce sextile débutera aujourd'hui, dimanche, à partir de 17h29. Donc je vous disais tout à l'heure que ce transit va durer maintenant peu de temps, puisque dans la nuit de dimanche à lundi, à 5h45 du matin, la Lune sortira du signe de la Vierge et entrera dans le signe de la Balance, dans lequel les influences sont différentes, dans la mesure où la Balance est gouvernée par Vénus. Donc c'est en plus un signe d'air, donc il va favoriser les échanges, et le fait que ce soit gouverné par Vénus, tout simplement ça va faciliter ces échanges, accroître le charme, la douceur, la gentillesse, la courtoisie. Ce sera très favorable notamment à toutes sortes d'associations, qu'elles soient professionnelles ou privées, que ce soit pour des contrats commerciaux, que ce soit pour des mariages, toutes ces choses-là. Typiquement, un transit de la Lune en Balance est très favorable. De la même manière, ça va faciliter et rendre vos échanges beaucoup plus détendus. Et si par exemple vous aviez des désaccords ou autres, eh bien ça va les adoucir. Donc on peut profiter de ce genre également de transit. Si on a une discussion à mener avec quelqu'un avec qui on n'est pas forcément d'accord, c'est intéressant puisque là, le fait d'être dans un transit de la Lune en Balance va amener de la douceur, de la diplomatie sur vos échanges et sur vos discussions. C'est dans la mesure où Vénus aussi gouverne tout ce qui est l'esthétique, la beauté. Ça va être une bonne chose pour prendre soin de vous, que ce soit prendre rendez-vous chez le coiffeur, par exemple, faire des soins esthétiques, des choses comme ça. Vénus gouverne également ce qui est en rapport avec l'art. Donc toutes les prises de décision, les activités en rapport avec des activités artistiques, justement, seront soutenues par un transit de la Lune dans le signe de la Balance. Au moment où la Lune va entrer dans ce signe, toujours petite parenthèse en zodiaque sidéral, puisque c'est vrai que de temps en temps on m'écrit pour me dire mais enfin la Lune ne rentre pas à ce moment-là ou autre, donc je précise que je travaille systématiquement et toujours en zodiaque sidéral, donc avec un décalage, ce qu'on appelle la Yanamsa, un décalage d'à peu près 25 degrés à notre époque, entre le zodiaque dit tropical, celui basé sur les saisons, qui était juste d'un point de vue astronomique il y a à peu près 2000 ans, mais qui aujourd'hui ne correspond plus du tout à la réalité observable et astronomique. C'est pour cette raison que, dans la mesure où j'estime que l'astrologie est avant tout un art ou une science sociale, mais quelque chose basé sur l'observation de la nature, l'observation des astres et l'observation du ciel, à mon sens, on ne peut pas se baser sur quelque chose qui, certes, est sur un éphéméride ou sur un ordinateur, mais qui ne correspond pas à une réalité observable. Typiquement, lorsque je vous annonce que la Lune rentre dans la Balance, ça veut dire que si vous levez les yeux au ciel et que vous êtes en capacité d'observer la constellation de la Balance, eh bien vous verrez que la Lune est réellement dans la constellation de la Balance. C'est tout l'avantage
du zodiaque sidéral, c'est-à-dire qu'il est juste par rapport à l'observation que l'on pourrait faire physique, l'observation visuelle de la position des astres dans le ciel, dans les 12 constellations, tout au long de l'écliptique. Ce qui n'est pas le cas du tout du zodiaque dit tropical, qui est celui qui est le plus utilisé en France, à tel point qu'on ne fait même plus la distinction. Beaucoup de gens ne connaissent pas la différence entre les deux zodiaques, mais c'est vrai que ce soit dans d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons, on utilise beaucoup plus le zodiaque sidéral. En Inde, c'est l'astrologie indienne qui est quand même particulièrement réputée et reconnue, utilise exclusivement le zodiaque sidéral. Donc c'est pour ça que moi de mon côté j'ai fait ce choix. Il y a bien d'autres astrologues en France qui l'ont fait également. Et voilà, c'est simplement je revenais dessus pour que vous ne soyez pas étonnés si vous travaillez ou vous utilisez des données en zodiaque tropical de ce décalage d'à peu près 25 degrés. Donc pour revenir sur les différents transits qui vont se produire lors de les différents aspects qui vont se produire durant ce transit, lorsque dans la nuit de dimanche à lundi à 5h15 la Lune entrera en Balance, elle sera encore, comme nous l'avons vu pour la fin du transit précédent, elle sera toujours en sextile avec Mars, donc les actions qui seront soutenues par l'imagination et par la sphère émotionnelle. Ce sextile de toute façon prendra fin à 8h43 lundi matin. Ensuite, à 21h15, c'est un nouvel aspect harmonique qui va se former avec la Lune, à savoir encore un sextile, Lune-Saturne, qui apportera là du poids, du sérieux, de la profondeur aux émotions et aux ressentis. Ça va être quelque chose, un facteur de stabilité émotionnelle très important, cet aspect harmonique entre la Lune, qui gouverne les émotions, les ressentis, l'inconscient également, et Saturne qui apporte le sérieux, le poids, la rigueur. Et lorsqu'on a un aspect harmonique qui lie ces deux planètes, c'est extrêmement intéressant parce que ça apporte quelque chose de très riche et de très profond, aussi bien au niveau des ressentis que de la sphère émotionnelle. Dès le lendemain, mardi 6 mars, donc, à 4h11, la Lune appliquera un trigone, ce coup-ci au Soleil, donc qui va encore amener de l'équilibre, qui va accroître et développer la volonté, et l'imagination, à ce moment-là, sera liée à la confiance en vous, à votre sociabilité. Donc c'est un aspect qui va être extrêmement intéressant, et notamment d'équilibre également entre les polarités féminines et masculines, de la même manière que ça favorisera les échanges entre les personnes également de sexes différents. À 12h13, le sextile entre la Lune et Saturne prendra fin. Il restera toujours évidemment le trigone Lune-Soleil. À 14h53, c'est une conjonction qui va se produire entre la Lune et Jupiter. Donc vous savez que la conjonction est un aspect de nature neutre, c'est-à-dire qu'il ne va ni être positif ni négatif en lui-même. En revanche, l'interprétation va dépendre de la nature des deux planètes. Donc si on avait par exemple des planètes de nature opposée, comme la Lune et Saturne, ça donne quelque chose de vraiment pas terrible au niveau émotionnel, avec de la frustration, de l'insatisfaction, voire de l'anxiété, du doute, quelque chose de plutôt négatif. Alors que là où on a une planète qui s'associe très bien à la Lune, dans le cas de Jupiter, qui en plus est considéré par les anciens comme le grand bénéfique, eh bien ça va apporter de l'enthousiasme, de la bonne humeur, de la gaieté, et cela va renforcer encore votre équilibre émotionnel. Dès le lendemain, le mercredi 7 mars, à 8h19, la Lune va appliquer encore un aspect harmonique, toujours un trigone, la planète Vénus, qui gouverne, je vous le rappelle, le signe de la Balance. Donc ça va encore accroître et développer la gentillesse, la douceur, et la facilité également à faire des rencontres. Quelques heures après, à 11h19, la Lune va appliquer encore un trigone, cette fois-ci à la planète Mercure, qui gouverne à la fois l'intelligence, l'analyse, la communication, les échanges. Donc ça va favoriser à la fois vos communications, vos échanges avec l'extérieur, mais ça va être aussi une alliance entre d'un côté la Lune, l'imagination et le côté sentimental, et de l'autre côté Mercure, l'intellect et l'analyse. Donc ça veut dire que vous pourrez ressentir une harmonie entre le cœur et la tête. On pourra dire entre vos émotions, vos sentiments, et votre côté plus intellectuel, plus réfléchi, plus analytique. Donc c'est extrêmement intéressant également cet aspect. Sachant qu'on reviendra un petit peu plus tard dans ce podcast sur l'interprétation et la configuration un petit peu particulière de Mercure, parce que si on s'en tenait à l'aspect avec la Lune, ce serait extrêmement positif pour tout ce qui concerne la sphère d'influence de Mercure, mais on verra un petit peu plus tard que malheureusement il y a un aspect dissonant entre Mercure et Saturne qui vient limiter de façon assez drastique tout ce qu'on peut faire dans la sphère mercurienne. Mercredi donc à 13h07,
le trigone entre la Lune et le Soleil prendra fin, et ensuite à 13h19, la Lune sortira de la Balance, pour entrer dans le signe du Scorpion, où là encore les influences seront radicalement différentes. Donc on en avait déjà parlé, mais j'attire votre attention sur le fait qu'on est sur un transit qui est considéré comme l'un des plus doux à vivre et les plus agréables, à savoir le transit de la Lune en Balance, et qu'en plus de ça, les aspects harmoniques se sont enchaînés tout au long donc de ce transit. Donc c'est vraiment là de lundi jusqu'à mercredi à milieu de journée, c'est vraiment une période extrêmement intéressante, extrêmement agréable à vivre, de par les influences à la fois de plaisir, de bonheur, de douceur qu'apporte Vénus. En plus avec ça, avec quand même du poids, de la profondeur. Ce sera pas simplement des frivolités ou des choses, des banalités qui seront échangées ou des choses superficielles, puisqu'en Balance on a non seulement Saturne qui est en exaltation, qui apporte cette dimension de sérieux et de poids, mais dans le côté positif des relations, c'est-à-dire lorsqu'on parle de relations avec du poids, ce sont des véritables amitiés fondées sur des choses vraies, des gens qui peuvent compter les uns sur les autres. C'est pas simplement des connaissances ou des contacts superficiels. Et en l'occurrence en plus là, avec un aspect harmonique qui va lier la Lune à Saturne, qui donc est en exaltation dans ce signe, ça va être vraiment des échanges extrêmement profonds et très très qualitatifs qui vont vraiment pouvoir apporter. Sur le plan sentimental également, et sur le plan humain, bien sûr. Donc pour revenir là-dessus, sur le transit donc de la Lune dans le Scorpion, qui débutera le mercredi 7 mars à 13h19. Donc vous savez certainement que le Scorpion est un signe gouverné par la planète Mars, donc les influences sont évidemment complètement différentes d'un signe comme le précédent gouverné par la planète Vénus. D'un côté, on avait la douceur avec Vénus, et maintenant avec Mars, on a au contraire la détermination, la force, la guerre, la virilité, la fierté également, l'opposition, la détermination, ça on l'a dit, mais la lutte. Donc vous voyez que c'est déjà beaucoup plus dur, les influences sont déjà beaucoup plus dures. Dans ce signe, en plus, on a Vénus qui va être en exil, et la Lune en chute. C'est-à-dire que la Lune va perdre de son influence, ce qui fait que les émotions vont être contenues, étouffées, retenues à l'intérieur. Mais malgré tout, nous sommes sur un signe relié à l'élément eau, où la sphère et la dimension émotionnelle est extrêmement forte, extrêmement puissante. Mais de par le fait que la Lune soit en chute, tout ça va être intériorisé, mis à l'intérieur de soi. C'est dans la mesure où c'est un signe d'eau, la polarité est négative, donc ça ne va vraiment pas aider à s'extérioriser, à aller vers l'extérieur, à parler, à communiquer. Au contraire, ça va encore renforcer l'effet de se replier sur soi. Tout est vécu d'une certaine façon assez paradoxale, tout est vécu avec passion, avec fougue, puisqu'on est évidemment gouverné par la planète Mars. Les rencontres sont très intenses, très fortes, ça accroît, ça développe votre magnétisme, la séduction également. Et si d'un côté, lorsqu'on a un signe gouverné par Vénus, eh bien Vénus est la planète de la recherche des plaisirs, mais ce sont des plaisirs qui sont dans la délicatesse, dans la douceur, dans l'harmonie. Ici, on a Mars qui est la planète masculine, la planète de la virilité, la planète également de la force. On est donc sur un désir tout à fait différent. On est sur un désir beaucoup plus charnel. Et c'est ce qui peut créer également un conflit dans la mesure où d'un côté on va ressentir les choses de façon assez explosive, tout simplement, et de notre côté, on ne va pas pouvoir l'exprimer, tout ça va être intériorisé, remis à l'intérieur de soi, ce qui fait que c'est quelque part le paradoxe d'un transit de la Lune dans le signe du Scorpion. Et toute la difficulté, justement, puisqu'on va pouvoir ressentir un petit peu comme une cocotte minute sous pression dans ce transit, qui est prête à exploser à tout moment. Et malheureusement, les influences de ce transit font que parfois l'explosion peut aller vers l'extérieur, mais également vers l'intérieur, à savoir porter vers une certaine autodestruction, à savoir que dès que l'on obtient quelque chose, eh bien on peut être amené quelque part, de façon symbolique évidemment, mais à le brûler et à le détruire. C'est tout le paradoxe justement de ce transit-là. Également le fait que l'envie et le besoin de vivre des choses intenses, des choses fortes, de se sentir vivant, donc ils peuvent pousser aussi à des activités qui sortent des normes, qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de ce que
de ce que vous avez l'habitude de faire et cette envie également d'aller vers ça. Donc voilà quelles sont les caractéristiques de ce signe qui, malgré le fait que la Lune y soit en chute, eh bien c'est un signe dans lequel la sphère émotionnelle est extrêmement importante, avec une sensibilité à fleur de peau certes, mais avec cette dominante martienne de par le fait qu'il maîtrise le signe du Scorpion. Avant de détailler les différents aspects que va faire la Lune pendant ce transit de la Lune en Scorpion, je vous précise évidemment que là on parle de transits qui sont généraux, c'est-à-dire que si la Lune va bien transiter ce signe pour tout le monde, toutes les personnes sur cette Terre, vous y compris, et moi également, nous recevrons tous ces influences, mais elles seront adaptées à notre personnalité, c'est-à-dire à la manière dont elles vont interagir avec notre thème de naissance, notre carte du ciel de naissance. Tout l'intérêt de ce que l'on appelle la technique des transits astrologiques, qui est simplement le fait de superposer à votre thème de naissance, à la carte du ciel du moment de votre naissance, on va superposer la carte du ciel à l'instant T, pour aujourd'hui, demain, après-demain, dans 6 mois, dans un an, le moment qui vous intéresse, et vous allez voir de quelle manière ces influences générales vont interagir de manière unique et personnelle avec votre thème astral à vous, et ça vous permettra de déterminer de quelle manière, de façon personnelle et unique encore une fois, vous allez ressentir ces influences-là. Donc ça fait partie notamment des outils qui sont disponibles dans l'espace membre Tempus Magis, toujours pareil sur le site tempus-magis.fr. Au bas de la page, vous pouvez cliquer sur En savoir plus et vous verrez également toutes les fonctionnalités de l'agenda astro que vous recevez tous les jours par email pour vous donner les informations du lendemain, mais également de la boîte à outils astrologique dont vous pouvez disposer, et notamment les outils pour étudier vos propres transits astrologiques par rapport à votre carte du ciel de naissance à vous, mais également pour toutes les cartes du ciel que vous aurez enregistrées, et vous pouvez en enregistrer un nombre illimité. Donc vous pouvez le faire à la fois pour vous, pour vos enfants, pour vos proches, mais également pour vos clients. Sachant simplement également que vous avez un outil qui vous permet de synthétiser ça de façon très visuelle en tableau, et vous sélectionnez par exemple votre thème de naissance, le mois, donc par exemple le mois de mars 2018, et ça va vous afficher de manière visuelle tous les transits au cours de ce mois qui vont se produire. De cette manière-là, ça permet très très facilement de voir ce qui va se passer, quelles seront les influences extérieures que vous allez vivre et ressentir, et de cette manière-là, ça va vous aider à adapter votre agenda et votre emploi du temps aux influences astrologiques extérieures que vous n'avez certes pas le choix de recevoir, mais en revanche, vous avez tout votre libre arbitre pour transformer ces énergies et en faire quelque chose de positif pour vous et qui vous permette d'avancer. Voilà tout l'intérêt de cette technique des transits, de ne pas être dans une situation où l'on subit une situation, mais au contraire où en étant informé de ce qui va se passer, on va pouvoir adapter et transformer pour le meilleur et pour le mieux. Revenons maintenant aux différentes configurations qui vont se produire pendant ce transit de la Lune dans le signe du Scorpion. Donc le mercredi 7 mars à 13h19, lorsque la Lune entrera dans ce signe, elle sera toujours en trigone avec Mercure, également en trigone avec Vénus, et toujours conjointe à Jupiter. Donc vous aurez là un début de transit assez intéressant au niveau des influences astrales, et vous pourrez donc profiter des influences également positives, puisque on a tendance à redouter la Lune en Scorpion, mais il y a également des choses très intéressantes qu'on peut faire dedans, et notamment profiter de cette vitalité, ou également profiter de tout ce qui va pouvoir remonter à la surface de par cette grande émotivité, quelque part, sensibilité à fleur de peau. Le tout est de savoir ce que vous allez faire de ça. Et en étant prévenu du fait que ce transit vous pousse à l'intérioriser, c'est tout le contraire qui est intéressant de faire, même si c'est pas forcément d'aller crier sur tous les toits les choses, déjà de prendre une feuille, un papier, un crayon, et d'écrire ce que vous ressentez pour pouvoir y penser, lorsque la Lune passera dans un signe qui sera du coup plus intéressant et plus favorable pour entrer en introspection et revoir ces choses-là, mais au contraire, plutôt que d'enfouir ce que vous allez ressentir durant ce transit, au contraire, je vous engage à le noter, l'enregistrer, en faire quelque chose, de manière à pouvoir utiliser ces influences au mieux et surtout à votre profit. D'autant plus que tout le début de ce transit, comme on vient de le voir, sera marqué par un ensemble d'aspects harmoniques à la Lune, qui sont très très intéressants pour ça, et y compris la conjonction à Jupiter. Simplement, à partir du jeudi 8 mars, à 23h15, la Lune appliquera un carré au Soleil. Lorsque la Lune est en carré au Soleil, c'est une phase lunaire, là en l'occurrence sera le dernier quartier lunaire. C'est un aspect dissonant également, qui d'une part va provoquer une humeur plutôt instable, donc en Scorpion, attention
à l'effet cocotte-minute dont on parlait tout à l'heure. Le fait comme ça que la Lune arrive avec un aspect dissonant, eh bien ça peut provoquer des choses assez explosives, notamment dans la relation aux personnes de sexe différents, puisque vous savez qu'également la Lune symbolise la femme, aussi la mère, et le Soleil symbolise l'homme ou le père. Donc les rapports peuvent être compliqués, soit avec les parents, soit avec les personnes de sexe différents, et de manière générale, une humeur plutôt instable et assez lunatique, d'où le mot venant de la Lune, et qui peut induire donc non seulement ces problèmes d'ajustement entre les polarités féminines et masculines, mais également induire des soucis relationnels. Cet aspect, de toute façon, durera jusqu'à la fin du transit de la Lune dans le signe du Scorpion, donc le samedi 10 mars, à minuit 41. Donc, pour profiter des excellentes, avec des guillemets malgré tout, parce qu'elles peuvent être difficiles à vivre, dans le sens où on n'est pas forcément maître de tout, c'est les émotions là qui dirigent beaucoup, mais en étant au courant de ça, justement, vous allez pouvoir transformer ces influences et transformer ces énergies pour le meilleur, et surtout pour les utiliser à bon escient et pour vous faciliter la vie, pour vous permettre d'avancer plus facilement en utilisant quelque part la météo astrale du moment. D'autant plus que sur la fin du transit, le vendredi 9, à 4h45, la Lune appliquera une conjonction à Mars. Alors si la conjonction, comme on a vu tout à l'heure, à Jupiter était tout à fait favorable, là en l'occurrence c'est déjà beaucoup plus délicat, dans la mesure où ça va vous entraîner en fait à agir en ne tenant compte que de votre instinct, de vos émotions, de ce que vous ressentez sur le moment. C'est-à-dire d'aller sur un coup de tête. Alors ça allié à Mars qui est la planète de l'action certes, mais également de la violence et de la colère, de l'impulsivité en plus de ça, dans un signe gouverné par Mars, c'est vraiment quelque chose dont il va falloir, quelque chose à propos duquel il va falloir faire attention. Vraiment à partir de vendredi matin, faire attention à ne pas se lancer dans des actions complètement irréfléchies, agir sur des coups de tête, puisque là pour le coup l'action sera vraiment dirigée et plus pour le pire que pour le meilleur, sera dirigée par les sentiments et par les émotions. Donc, du coup, cette impulsivité n'est vraiment pas positive, d'autant plus dans le cadre de ce transit-là. En plus de ça, où on a déjà un aspect dissonant entre la Lune et le Soleil, cette conjonction à Mars avec la Lune qui se rajoute là-dessus, vraiment vous pouvez être à peu près sûr que si vous agissez sur des coups de tête, vous pourrez être amené à le regretter par la suite. Donc c'est toujours très intéressant de le souligner, de manière à quelque part garder ça à l'esprit et y réfléchir à deux fois, et bien avant de partir un petit peu au quart de tour, de partir en vrille, puisque c'est vrai que sur cette fin de transit, c'est un petit peu les énergies potentielles que l'on aura autour de nous et qui vont nous influencer. Évidemment, qui vont nous influencer chacun un petit peu différemment en fonction de votre thème de naissance, mais toujours pareil, ça peut être intéressant aussi de noter sur un carnet ce que vous ressentez pendant ce transit, de manière à pouvoir prévoir, même si les configurations changent à chaque fois, elles ne sont pas toujours identiques, mais déjà savoir de quelle manière vous, de manière personnelle, vous réagissez à cette configuration particulière, à ce transit de la Lune en Scorpion. Sachant que, je le répète, mais la Lune parcourt les 12 signes du zodiaque en un petit peu plus de 27 jours, donc tous les mois, la Lune va transiter chacun des 12 signes du zodiaque. Ça peut être quand même intéressant d'avoir comme un petit manuel, un petit guide d'utilisation de votre propre personne, entre guillemets, au vu de ce que vous constatez lorsque la Lune transite chacun de ces signes. De cette manière-là, au prochain transit de la Lune en Scorpion, et ainsi de suite pour chaque signe, vous saurez déjà à l'avance de quelle manière vous allez réagir personnellement. C'est déjà un premier pas dans l'astrologie prédictive. C'est beaucoup plus simple que l'analyse des transits planétaires dont on a parlé tout à l'heure, et c'est déjà un premier pas pour utiliser l'astrologie prévisionnelle de manière personnalisée et adaptée à votre personnalité. Donc. Pour revenir également à ce dont on a parlé sur la planète Mercure, qui sur toute la journée de mercredi, ou en tout cas sur l'après-midi plutôt de mercredi, aura un trigone à la Lune, donc un aspect harmonique. C'est vrai que pour revenir un petit peu sur l'utilisation des heures planétaires, lorsque par exemple vous souhaitez vous lancer dans une activité en rapport avec la sphère de Mercure, que ce soit au niveau de l'analyse, l'intelligence, la communication, la mémorisation, mais également le commerce qui est régi par la planète Mercure, vous allez chercher à vous placer sous les influences de cette planète pour favoriser votre activité en relation avec les domaines maîtrisés par cette planète, les domaines régis par cette planète. Donc vous aurez tout intérêt à le faire mercredi,
puisque le mercredi est gouverné par la planète Mercure, à l'heure de Mercure. Donc imaginez par exemple que vous avez une opération de communication par rapport à votre commerce à mener. Vous allez vous dire, je vais le prévoir mercredi, à l'heure de Mercure, vous regardez la carte du ciel, Mercure est un trigone, donc un aspect harmonique avec la Lune, il semblerait que ce soit vraiment excellent pour favoriser votre action, votre démarche commerciale. D'autant plus que la Lune symbolise également les groupes de personnes, les foules. En matière commerciale, ça symbolise la clientèle. Donc un aspect harmonique entre Mercure qui va être le commerce, les affaires, et la Lune qui va symboliser la clientèle, eh bien, toutes vos démarches en direction de votre clientèle sembleraient être favorisées par cette configuration-là. Mais voilà, il y a une chose qui est importante en astrologie, c'est de comprendre qu'on ne peut étudier une carte du ciel que dans sa globalité. C'est d'ailleurs pour ça quand on dit je suis Cancer, je suis Gémeaux, je suis Taureau, je suis Bélier, ça ne veut pas dire grand-chose dans la mesure où ça veut simplement dire qu'au moment de votre naissance, la planète, l'astre, se trouvait dans telle constellation. En plus, si on fait le parallèle, la plupart du temps, les gens connaissent leur signe zodiaque tropical, donc ça veut dire que au moment où ils sont nés, la planète avait beaucoup de 80% de chances d'être ailleurs que dans la constellation qu'ils imaginent, puisque le zodiaque tropical est déconnecté de l'observation et déconnecté de ce que l'on peut observer réellement dans le ciel. Donc même si on parle de votre signe du zodiaque, du signe dans lequel se trouvait le soleil au moment de votre naissance en sidéral, il faut tenir compte de l'ensemble des autres planètes, au minimum des planètes du septénaire, auxquelles on peut rajouter éventuellement les transsaturniennes, à savoir Uranus, Neptune et Pluton, sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... elles auront moins d'importance, on va dire, que les planètes personnelles et que les planètes du septénaire, mais il va falloir tenir compte de l'ensemble de ces planètes, non seulement comment est-ce qu'elles vont être situées, réparties, est-ce qu'elles sont réparties de manière homogène ou pas, quelles sont les différentes interférences qu'elles vont pouvoir avoir entre elles, à savoir les aspects qui les lient, puisque avec une personne qui va être du même signe, née au même moment, enfin pas forcément née au même moment, mais du même signe, mais en fonction que vous ayez par exemple un sextile de Saturne sur le Soleil à ce moment-là, et une autre personne, vous aurez un carré de Saturne sur son Soleil natal, eh bien la personne, même si le Soleil se trouve exactement sur le même degré du signe, la personne, évidemment, par cette influence saturnienne d'un côté positive, de l'autre négative, aura une personnalité profonde complètement différente, vraiment radicalement différente pour le coup. Donc c'est pour ça que lorsqu'on parle d'astrologie, c'est très compliqué d'isoler des éléments sans regarder la carte du ciel, le thème dans sa globalité. Et là, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Parce que si on avait cet aspect harmonique de la Lune à Mercure, donc avec l'imagination, les émotions qui s'accordent à la réflexion, à l'analyse, qui vont favoriser du coup l'inventivité, la création, la capacité à synthétiser, à mémoriser, qui aurait favorisé aussi les échanges. À côté de ça, on a Saturne, donc le grand maléfique, comme le nommaient les anciens, qui va appliquer un aspect dissonant, un carré à Mercure. Et là, pour le coup, c'est du coup tout l'inverse. C'est de la difficulté à la concentration, à la compréhension, à la mémorisation, des problèmes de communication et de compréhension entre les gens. Le commerce également, eh bien, des difficultés à ce niveau-là, puisque lorsqu'on a Saturne, autant lorsqu'on a le grand bénéfique Jupiter en aspect harmonique, eh bien ça va être l'accroissement, le développement, la réussite, la chance en quelque sorte sur le domaine concerné par la planète qui va être un aspect harmonique avec Jupiter. Lorsque par contre on a un aspect dissonant avec Saturne, eh bien là, ça va apporter de la limitation, des retards, de l'inquiétude, de la tristesse, voire même en fonction de la configuration globale, l'échec du projet qui est initié sous les influences de cet aspect dissonant à Saturne. Donc on se rend compte à ce moment-là que l'analyse complète et globale de la carte permet de dire que non, si on avait quelque chose à engager sous les influences de la planète Mercure, donc communication, intelligence, analyse, commerce, à ce moment-là, non, mercredi n'est vraiment pas un bon jour pour ça, dans la mesure où on a Saturne qui fait un carré avec le significateur, à savoir Mercure. En plus de ça, Mercure se trouve dans le Poisson, il est en exil, donc il perd vraiment de sa force et de ses capacités. Pas du tout, le Poisson n'est vraiment pas en plus un signe favorable à l'intellect et à l'analyse, dans la mesure où il est tout en sensibilité et en ressenti. Donc typiquement, mercredi ne sera pas, malgré les apparences, un jour favorable et propice pour vous lancer dans des activités liées à la planète Mercure, donc d'échange, de communication, de commerce ou d'analyse, éventuellement. Donc voilà pour ce point-là, je voulais y revenir à la fois
pour vous mettre en garde sur ce qui se produira ce mercredi, mais également pour revenir un petit peu sur la manière d'interpréter une carte du ciel quand vous utilisez les heures planétaires. Parce que c'est vrai que cette technique des heures planétaires, c'est une technique qui est vraiment géniale, parce qu'elle est à la fois simple, mais en plus très efficace. C'est quelque chose qui nous vient depuis des millénaires, vraiment des premiers astrologues. C'est une technique qui a traversé les siècles et les millénaires, donc autant vous dire qu'elle est éprouvée. C'est de l'astrologie symbolique qui, à un moment donné, n'avait peut-être pas de la cote, dans la mesure où les astrologues essayaient de faire croire que l'astrologie était une science, et du coup on masquait un petit peu et on mis sous le tapis tout ce qui était astrologie symbolique, mais l'astrologie n'est que symbolique. C'est-à-dire que l'astrologie est basée sur le symbole, sur l'analogie et le symbole. C'est une discipline hermétique, donc toutes les branches évidemment qui ont été qualifiées d'astrologie symbolique ont toute leur place dans cette discipline dans la mesure où elles en sont la source même, et la source de création de ce qu'a été la discipline astrologique par la suite. Enfin, on va terminer ce podcast astrologique par un phénomène qui va se produire en fin de semaine, qui va se produire ce jeudi 8 mars, et qui va durer jusqu'au 10 juillet 2018. Je vais bien sûr parler de la période de rétrogradation de Jupiter, puisque jeudi, donc, Jupiter entrera en rétrogradation. C'est-à-dire que pour faire une petite description de ce qu'est une rétrogradation, c'est-à-dire que lorsqu'on observe tous les soirs une planète dans le ciel, elle progresse dans un sens, ce qu'on appelle le sens direct sur l'écliptique et au travers des 12 constellations du zodiaque. Et à un moment donné, il va se produire quelque chose de bizarre, c'est qu'elle va se mettre à stagner, cette planète, et puis elle va sembler reculer dans le ciel pendant des jours, des mois, des semaines, et elle va reculer. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation. Et puis à un moment donné, elle va s'arrêter de reculer, et elle va reprendre son sens direct. C'est ce qu'on appelle une phase rétrograde pour une planète. Donc ça n'avait pas échappé évidemment aux anciens astronomes, qui étaient aussi des astrologues, qui scrutaient le ciel et qui avaient une connaissance approfondie de ces phénomènes-là. Simplement, pour eux, et pour une certaine partie, ils pensaient que la Terre était au centre, donc ils comprenaient pas vraiment ce mécanisme, comment ça se fait qu'une planète tournait dans un sens, et puis que soudain elle se mettait à inverser le sens de sa course, pour quelques semaines ou quelques mois après reprendre un sens direct. C'était assez compliqué à comprendre. Aujourd'hui, on sait que le Soleil est au centre du système solaire, donc la Terre et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. La Lune étant un satellite de la Terre, la Lune tourne autour de la Terre, mais la Terre tourne autour du Soleil. Donc en fait, ce phénomène de rétrogradation, l'impression qu'une planète recule, est produit tout simplement par le fait que chacune des planètes qui tournent autour du Soleil tourne avec sa propre vitesse. Elles tournent toutes à des vitesses différentes, et le fait que ces vitesses soient justement différentes, ça va illustrer, et ça va donner cette impression qu'à un moment donné, les planètes ou intérieures ou extérieures, eh bien, vont rebrousser chemin sur l'écliptique pour après reprendre un sens direct. Donc là-dessus, simplement, j'ai écrit un article là-dessus pour expliquer, parce que j'ai pas tout vous expliquer en podcast, surtout que c'est quelque chose qu'on comprend beaucoup mieux quand on voit un visuel. Donc je vous ai mis un visuel, si vous êtes abonné à l'espace membre Tempus Magis, de toute façon, dans le 3e guide que vous avez, qui est téléchargeable dans votre interface, dans ce 3e guide, vous avez toutes les explications sur la planète rétrograde, et vous pourrez trouver encore d'autres infos, et notamment le calendrier des planètes rétrogrades pour 2018, sur mon site alexandrejohan.com, de la rubrique articles, vous verrez le dernier que j'ai rédigé, que j'ai mis en ligne, concerne les planètes rétrogrades, dans lequel on a toute la partie théorie, l'explication du pourquoi, du comment avec le schéma, mais également les dates de rétrogradation pour chacune des planètes du septénaire, mais également pour les transsaturniennes. Et plus, évidemment, surtout, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque telle ou telle planète entre en phase de rétrogradation ? C'est très important à savoir parce que lorsqu'on fait un thème d'élection, par exemple, l'une des règles, c'est que le significateur soit direct. Si par exemple, on parlait tout à l'heure de Mercure pour un commerce, si vous voulez lancer un commerce, par exemple, eh bien vous allez faire en sorte que Mercure ne soit pas rétrograde. Sinon, ce n'est pas bon. La différence entre Mercure et Saturne, c'est que Mercure, d'une part, sera rétrograde 3 fois dans l'année. Chaque année, Mercure est rétrograde 3 fois dans l'année, pour quelques semaines, alors que Jupiter, ce sera une fois dans l'année, mais elle le sera pour plusieurs mois, puisque ça va durer jusqu'à juillet 2018. Donc pour toutes vos activités courantes, il ne faudra pas forcément en tenir compte, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre votre vie et vos activités en stand-by du 8 mars jusqu'au 10 juillet, parce que Jupiter sera rétrograde. Pour quelque chose de très important, pour lancer une affaire, lancer un commerce,
lancer quelque chose surtout en rapport avec la sphère jupitérienne, dans les contrats, la loi, la justice, la philosophie, la foi, la morale, les normes, le voyage également, l'étranger, voilà, c'est quelque chose de très important pour vous qui doit durer dans le temps. Mieux vaut choisir une période où Jupiter est direct et non pas rétrograde. Pour tout ce qui concerne les éléments de la vie courante, du quotidien, les choses qui ont moins d'importance et surtout qui sont amenées à durer moins longtemps dans le temps, vous devrez surtout vous concentrer sur les quelques jours qui précèdent et qui suivent le début de la rétrogradation, mais également la fin de la rétrogradation. C'est-à-dire les quelques jours à partir du 5-6 mars déjà, et jusqu'au 10-12 mars, faire attention. Considérez que c'est les moments où vous aurez le plus d'influence de la part de cette planète rétrograde. Et pareil lors du 10 juillet, à partir du 5-6 juillet jusqu'au 14-15 juillet, à ce moment-là, considérez que ce sera le pic d'influence de la période rétrograde de Jupiter. Sachant que lorsque Jupiter est rétrograde, justement, puisque c'est une planète qui va gouverner, on vient de le voir, les éléments... la foi, la philosophie, la spiritualité, mais également le rapport que vous avez aux normes, à la morale, à la moralité, au code socialement admis autour de vous, également à vos idéaux, votre façon de penser, votre manière de penser les choses, et également tout ce qui a trait au voyage et à l'étranger. Donc lorsque Jupiter est rétrograde, il faudra éviter les activités dont on vient de parler. En revanche, ce sera tout à fait favorable pour reprendre, pour se remettre à quelque chose. C'est-à-dire qu'on évitera de créer, de faire de la nouveauté, d'aller dans la nouveauté, mais en revanche, ce sera très bien pour reprendre des choses que vous aviez laissées de côté, que vous aviez mis de côté. Bien, la période rétrograde est favorable pour cela. Donc typiquement, lorsque Jupiter est rétrograde, pour revoir votre manière de penser, vos croyances, votre système de valeurs personnelles, revoir également votre façon de vous comporter vis-à-vis des normes et des lois. Pourquoi pas aussi revenir sur des lectures que vous auriez mis de côté, des lectures qui concernent des enseignements spirituels ou religieux par exemple. Aussi de pas commencer donc par contre des projets en lien avec la justice, avec la loi, avec les contrats, avec la religion. Ne pas commencer par exemple une nouvelle voie spirituelle typiquement, ou ne pas signer un contrat pendant cette période, et surtout pendant les pics d'activité, entre guillemets, à savoir au moment de l'entrée en rétrogradation et de la fin de rétrogradation, bien sûr. Tout ce qui concerne aussi le voyage et l'étranger, évidemment, qui seront pas favorisés, à moins qu'il s'agisse de refaire. C'est-à-dire que s'il s'agit de refaire un voyage dans un pays que vous connaissez déjà, un voyage que vous avez déjà effectué, là, en l'occurrence, c'est différent. Vous pourrez l'approfondir et vous pourrez bénéficier de cette période rétrograde. En revanche, s'il s'agit de partir à la découverte, à l'aventure, là, au contraire, c'est proscrit, il vaudra vraiment mieux l'éviter. Et surtout, comme on le disait, dans les jours qui précèdent et qui suivent l'entrée et la sortie de rétrogradation. Donc voilà, pour en savoir plus vraiment sur les périodes rétrogrades et surtout quoi en faire, comment s'organiser avec ça, moi je vous encourage vraiment à vous rendre sur le site alexandrejohan.com. Dans la rubrique articles, en haut, vous verrez, vous avez les planètes rétrogrades pour 2018, et il y a un article qui je pense, assez intéressant à lire là-dessus, à la fois sur la partie théorique pour comprendre de quoi il s'agit, mais aussi et surtout la partie pratique pour savoir quand et comment en profiter. Voilà, et bien écoutez, ce podcast astrologique est maintenant terminé. Donc en fonction de l'heure où vous m'écoutez, si c'est ce dimanche soir, je vais vous souhaiter une excellente soirée et une belle fin de week-end. Et puis si vous m'écoutez demain lundi, je vais vous souhaiter une très belle journée et une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Bye.